un autre épisode, tu m'as posé faire la chose, pas forcément dans des choses comme Comment la jeunesse et la société civile se mobilisent-elles dans le combat climatique? Lou et Caroline, nos deux jeunes ambassadrices pour le climat, expliquent dans ce 5e épisode leur rôle et leur combat, notamment pendant les COP. Toujours sous l'œil avisé de François Gémen, politologue, et à travers les questions sans concession de nos terminales AGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. C'est parti. Donc, toutes les deux, on fait partie d'une association qui s'appelle les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, qui porte avec deux autres associations, Climate et le RESES, un programme onusien qui s'appelle le programme Jeunes Délégués, et qui a donc pour vocation d'envoyer un ou deux jeunes par pays pour les pays qui y participent aux COP et aux intercessions en tant que membres de la délégation. Donc on n'a pas le statut de négociatrice, mais on est quand même dans la délégation et pas seulement en tant qu'observatrice. Donc ça donne aussi un accès à ces salles de négociation, ça donne un accès à ces arènes qui peuvent parfois paraître assez éloignées. Avec le but et l'idée de ce programme derrière, c'est justement d'essayer de rendre ces arènes un peu moins obscures et d'en faire des retours, donc sous des formats qu'on appelle souvent retour de COP ou retour de négociation, dans des établissements scolaires, dans collèges, lycées, établissements supérieurs, afin justement d'essayer de rapporter, ou en tout cas de parler de ce qui s'est passé dans ces négociations et de montrer aussi des pistes d'implication pour la jeunesse française dans notre cas. On organise également des événements en France autour de cette thématique des négociations internationales, comme la LCOI, qui était donc, dont l'objectif était de construire, de permettre à la jeunesse française de construire un plaidoyer qui serait porté à la COP suivante, pour justement faire un peu ce lien et faire aussi émerger et remonter les positions et préoccupations de la jeunesse française. C'est aussi un engagement qui s'articule avec les programmes jeunes délégués d'autres pays européens, pour parvenir aussi à peut-être une position et un plaidoyer plus fort. Ce rôle de la société civile, il va être essentiel. Elle va avoir un rôle de plaidoyer qui est hyper important. Et du coup, je vais peut-être expliciter un peu ce que c'est le plaidoyer parce que ça peut être très flou des fois. Mais donc, effectivement, c'est de porter des positions, de représenter globalement les intérêts d'une catégorie de la population. On a 9 constituantes de société civile au COP. Donc, il y a business et industry, donc qui s'appelle Bingo. On a la recherche et l'innovation qui s'appelle Ringo. On a les ONG environnementales là qui sont du coup adultes qui s'appellent NGO. On a les ONG de jeunesse qui s'appellent Youngo. Il y a les agriculteurs qui sont représentés par la constituante, je vais y arriver, farmers, enfin bref, il y a plein de constituantes comme ça. C'est un peu nul l'acronyme des agriculteurs hein, par rapport à Ringo, Bingo, Youngo. Soit. En tout cas, ils sont là au COP pour défendre leur voix. Ils peuvent prendre des rendez-vous en bilatéral avec les délégations. Ils peuvent s'organiser entre eux pour créer des coalitions et au final trouver des intérêts communs sur lesquels ils peuvent porter encore plus faire leur voix. Dans les plénières, Lou parlait tout à l'heure des salles de plénière, c'est les seules salles où globalement ils sont autorisés à prendre la parole et à faire un discours sur ce qu'ils attendent eux des négociations. Ils sont autorisés selon les sujets de négociation à faire des soumissions écrites de ce que eux voient sur tel ou tel sujet de négociation. Du coup c'est ça qui est hyper important et globalement c'est le rôle que joue la société civile et elle peut effectivement manifester dans l'enceinte ou en dehors, mais globalement dans l'enceinte de la COP et les manifestations c'est souvent un moment qui est très fort, chargé en émotions. Enfin, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est des gens de toute la planète qui viennent pour manifester et pour crier en fait leur détresse. Faut comprendre que alors bon, pour les occidentaux, je dirais pas que c'est facile, mais globalement l'accès au COP est quand même plus facile que pour les personnes des pays des Suds et encore plus pour les personnes, les peuples autochtones. Mais pour certaines de ces populations, en fait, venir au COP, c'est aussi défendre son droit à la vie ou à la mort.
Et en fait, juste, c'est hyper important pour eux. Et c'est pour ça que ces personnes-là vont au COP et ont un rôle à jouer et sont essentielles. Et quand on parle de négociation, on ne parle pas juste de degré climatique, on parle de ces personnes qui juste seront peut-être sous l'eau si jamais on dépasse de trop les objectifs climatiques, seront peut-être mal adaptées, n'auront peut-être pas les financements pour faire tout ça. Et donc, on a besoin que ces personnes-là viennent et crient, en fait, ou en tout cas expliquent au gouvernement ce qu'elles ont besoin pour juste pouvoir vivre correctement. C'est juste un droit basique de pouvoir vivre comme vous et moi en fait. Donc sur ce, le rôle de la société civile est quand même très important au COP. Non, comme je dis, c'est vraiment une richesse des COP. On ne se rend pas compte à quel point on voit au COP une très grande diversité de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens. C'est un des rares endroits où on voit vraiment des gens de tous les pays du monde. Il y a beaucoup de jeunes et c'est très très important. C'est sorti récemment, il y avait eu, puisque vous avez parlé de la jeunesse, il y a eu l'inauguration d'un train de nuit, il me semble, Paris-Berlin, qu'il s'est rendu à l'inauguration de ce train en avion. Et quand on voit, sans parler d'hypocrisie, c'est sans doute des questions de pratique et de facilité, etc. Mais sans parler d'hypocrisie, comment on peut espérer de la jeunesse qu'elle s'implique vraiment, quand même ceux qui les y incitent se contredisent un petit peu. Peut-être qu'un élément de réponse sur ça, et après je donnerai la place, mais c'est... Enfin, Caroline, tu compléteras, mais je ne suis pas sûre qu'on attende de la jeunesse qu'elle s'implique suite aux incitations du gouvernement ou de ministres. Nous, là, en tout cas, le message qu'on porte plutôt, c'est que la jeunesse devrait s'impliquer pour elle-même, par elle-même, et pas parce il y a beaucoup de discours et d'incitations à l'irréprochabilité de la jeunesse, mais c'est le combat de votre génération, c'est à vous de relever la barre, guider le bateau, ou je sais pas quelle image, mais tout à l'heure on parlait de l'injustice des pays émetteurs qui n'étaient pas forcément ceux qui recevaient qui payaient les pots cassés. Il y a un peu une injustice générationnelle, une injustice historique. Et donc peut-être que là où la jeunesse doit se mobiliser et peut se mobiliser, c'est plutôt justement sur cette injustice et d'appeler à en fait plus d'ambition et bien sûr participer à ce mouvement-là, mais pas parce que on les y invite à travers des messages politiques, mais plutôt parce qu'elle ressent l'envie et le besoin de se mobiliser sur ces enjeux-là. Mais ceci dit, je peux comprendre que parfois ça paraisse un peu décourageant, parce que parfois il y a des signaux qui apparaissent comme hypocrites, il y a parfois des gaffes de communication, et qu'effectivement ça décourage, et on se dit finalement à quoi est-ce que ça sert qu'on s'engage si on voit un tel ou telle entreprise qui fait ceci ou cela, et je comprends complètement. Deux choses par rapport à ça. Je crois qu'il faut se dire qu'on est tous avec ces injonctions contradictoires et que personne n'est parfait, et que c'est pas parce qu'on est imparfait et qu'on fait des trucs parfois qu'on ne devrait pas faire qu'il ne faut pas agir. Et ça, je crois que c'est important d'assumer le fait que personne n'est parfait, personne ne peut prétendre vivre de façon parfaitement écologique. Le simple fait qu'on vive en France dans un pays industrialisé nous rend déjà un peu responsables du problème dès le moment où on va naître. Le deuxième problème, c'est de bien considérer que le changement climatique, c'est un problème graduel. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème binaire qui est blanc ou noir, qui est gagné ou perdu. C'est vraiment un problème où chaque dixième de degré va faire une énorme différence pour la vie de beaucoup de gens sur la planète. Et donc ça veut dire que chaque tonne de gaz à effet de serre qui est envoyée ou pas va faire une énorme différence. Et donc ça veut dire aussi que chaque action qu'on va poser, aussi imparfaite soit-elle, va quand même faire une énorme différence malgré tout. Complètement. Désolée, on est peut-être un peu long à répondre à cette question, mais je pense que c'est hyper important parce que, en effet, de l'hypocrisie et des, alors c'est pas des gaffes, mais concrètement des maladresses, c'est plus que ça même pour moi, mais il y en a des tas et effectivement personne n'est parfait, même nous on ne l'est pas, et notre but c'est pas de vous faire des leçons de morale, à vous dire oui, faites pas ça, mais c'est juste de vous essayer de vous faire prendre conscience que, comme elle disait très bien Lou, c'est
aussi pour vous que vous le faites en fait, parce que c'est nous qui allons vivre grosso modo jusqu'en 2100, donc autant que la planète elle soit encore habitable, sinon ça va être compliqué. Et ensuite, je pense que pour moi le rôle de la société civile et des jeunes qui s'engagent, il est là en fait, il est dans la dénonciation de cette hypocrisie et dans la dénonciation de ces problèmes. Et c'est pour ça que c'est hyper important l'engagement. C'est pas pour dire je suis parfait, je fais ça, je clean ma conscience. Non, pas du tout. C'est aussi parce qu'on est là pour tenir à carreau en fait les politiques ou en tout cas les personnalités qui ont les moyens de faire des gaffes et des maladresses. Et je pense que là-dessus c'est important. Et juste Lou voulait dire un mot pour compléter. Ah oui, un mini-mot sur le fait qu'on parfois on se sent découragé parce que les entreprises polluent énormément et que nous, en étant dans la lumière, en sortant de la salle de bain, on a l'impression que ça sert à rien. Je pense que la jeunesse, on a aussi un pouvoir énorme en fait, c'est nous qui bientôt allons irriguer les marchés du travail, irriguer tout ça. Et en envoyant des signaux forts, en disant en fait on veut pas aller bosser dans vos entreprises. Enfin, du coup moi j'ai un parcours ingénieur et dans mon école d'ingé et dans beaucoup d'autres écoles d'ingé, au forum d'entreprises où les entreprises viennent présenter toutes les merveilles qui sont possibles de faire une fois qu'on a signé chez eux. Il y a des dénonciations très fortes de certaines entreprises en disant mais en fait on va pas venir signer chez vous et on va pas venir continuer à alimenter ce cercle-là parce qu'en fait vos actions on les trouve allant complètement à l'encontre de nos convictions. Et donc je pense que ce pouvoir, qui peut paraître assez minime de dire non, moi je vais plutôt bosser là que là, c'est quand même un vrai signal que la jeunesse peut envoyer. Et ça c'est vraiment un gros levier d'action que vous avez, dont vous vous rendez peut-être pas compte. Et vous n'imaginez pas le nombre de chefs d'entreprise qui me disent « Oh là là, il faut que vous m'aidiez à transformer mon entreprise, parce que si je ne parviens pas à décarboner mon entreprise, je ne parviendrai plus à attirer des jeunes diplômés. » Et comme vu le niveau des questions, vous allez vraisemblablement tous finir dans des grandes universités ou dans les meilleures grandes écoles, ça veut dire que vous allez avoir un énorme levier d'action une fois que vous serez diplômé en choisissant l'entreprise pour laquelle vous travaillerez. Et c'est justement sur ces entreprises-là, et vous parliez même tout à l'heure de capitalisme à outrance, c'était pour connaître la place des lobbies. Vous qui avez assisté à la COP et puis à tous ces déroulements et ces antichambres, quelle place prennent ces lobbies d'entreprises, que ce soit technique, dans quelle salle ils se trouvent, où est-ce qu'ils ont le droit de parler, et puis si jamais ils ont une place importante, voilà. Merci. Ouais, merci pour ta question. En vrai, je vais essayer de faire rapide parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais ils ont une place qui est beaucoup trop importante, clairement, en tout cas selon moi. Et là, c'est un jugement de valeur peut-être. En gros, sur les lobbies, il y a un peu ce truc de dire, ok, on invite tout le monde autour de la table. Et comme on invite tous les pays, du coup, on invite également les entreprises. Discours qui est parfaitement entendable. Là-dessus, je pense que beaucoup, en tout cas, d'entre nous seront d'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont une constituante dans la société civile. Donc Bingo Business and Industries. Mais par contre, la problématique, c'est quand même que eux, ils sont beaucoup là pour ralentir les négociations, en tout cas faire qu'elles n'aillent pas dans le sens, en tout cas pour le cas de Total, en tout cas, d'arrêter les énergies fossiles, ou alors aussi de promouvoir les quelques investissements dans le renouvelable qui font par-ci par-là, et sur leur mode d'action peut-être et le pouvoir qu'ils ont. Donc du coup, c'est pareil que la société civile, officiellement, ils prennent des rendez-vous avec les délégations, officiellement, ils organisent des side events. Officiellement, ils peuvent avoir un stand dans la Green Zone. Donc, comme toute société civile, sauf qu'eux, ils ont des moyens derrière énormes pour promouvoir tout ça. Et des fois, ils ont des accès qui, pour le coup, peuvent être parfaitement critiquables parce que des fois, les délégations vont leur donner des badges, du coup, partis et pas des badges société civile. On se demande bien pourquoi, alors qu'ils sont censés représenter la société civile. Mais en tout cas... ils font beaucoup de choses, effectivement, en douce, derrière aussi. Organisation de petits déjeuners, tout ce genre de choses, c'est aussi ce qui se passe. Et là-dessus, il ne faut pas se leurrer. Mais du coup, c'est pour ça aussi que je réitère que c'est hyper important que la société civile ONG soit aussi présente pour justement pas laisser la place, en fait, à ces lobbies-là et prendre le plus de place possible dans le discours. La difficulté, c'est que le principe, c'est que les négociations sont ouvertes à tous. Et que donc, si on accepte les représentants de la société civile, et c'est important, on doit aussi, à côté, accepter les représentants des industries. Et effectivement, certains vont tenter d'influencer les négociations
Et quand je dis l'industrie, il n'y a pas que l'industrie fossile, hein. Il y a aussi l'industrie solaire, éolienne, l'industrie nucléaire. Tout le monde va essayer d'influencer un peu la négociation dans un sens ou dans l'autre. Ce qui est vraiment très important, je crois, c'est de bien encadrer l'activité des lobbies et donc de les mettre dans des espaces réservés avec des badges qui permettent de les identifier pour qu'ils aient, il n'y a pas de raison de leur refuser l'accès, mais je crois que c'est très important, c'est d'identifier et que ça soit fait de façon transparente. Mais justement, puisqu'il existe certains objectifs fixés par les COP qui se basent sur justement les données des rapports qui sont publiés par le GIEC, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un risque que des erreurs dans ces rapports puissent remettre en cause la légitimité des COP ou puissent même alimenter les opinions climato-sceptiques chez certains États membres de la CNUC? Bien sûr. C'est la raison pour laquelle on a des processus de contrôle archi-sophistiqués au GIEC, et c'est pour ça que l'essentiel du temps qu'on va passer à préparer un rapport, en fait, ça va être du temps passé à relire, à faire relire, à répondre aux commentaires. En fait, dans les 6 à 7 ans qu'on met pour préparer le rapport, on ne consacre qu'1 an ou 2 à écrire le rapport. Le reste du temps, c'est ce qu'on appelle de la peer review, donc on va le faire relire à des collègues qui vont envoyer des commentaires, on va répondre aux commentaires un par un pour essayer vraiment qu'il n'y ait absolument aucune erreur et pour essayer aussi que tout ce qui est écrit dans le rapport ne puisse pas être contesté. C'est pour ça que parfois les rapports sont trop conservateurs ou trop prudents. Par exemple, si tu as un modèle A qui dit 10, un modèle B qui dit 20, un modèle C qui dit 30, ben dans le rapport on va écrire c'est au moins 10. De manière à être sûr de ne pas commettre d'erreur. Mais juste pour te donner, dans mon chapitre, par exemple, sur la première version du texte, on a reçu à peu près 18 000 commentaires, auxquels il faut répondre un à un. C'est un travail extraordinairement fastidieux, et donc il y a plusieurs versions qui sont produites, qui sont validées par les collègues, par les auteurs, par des relecteurs, et puis au final par les gouvernements, effectivement pour essayer qu'il n'y ait pas d'erreur, ou en tout cas le moins d'erreurs possible. Alors on n'est jamais à l'abri d'une erreur, il y a eu 1 ou 2 fois des erreurs, des coquilles qui se sont glissées dans le rapport parce que c'est très très long, mais vraiment on a un processus archi sophistiqué pour essayer précisément qu'il n'y ait pas d'erreur, parce qu'on se rend compte que la moindre erreur risquait de donner du grain à moudre aux climato-sceptiques et de compromettre la négociation. Et pour compléter, mais pour le coup c'est quand même un certain pays qui essaye de discréditer, enfin en tout cas lors des processus de négociation internationale, c'est difficile de dire non, le GIEC s'est trompé, parce qu'effectivement il y a tout ce processus qui est extrêmement robuste pour faire en sorte que effectivement le rapport final, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a plus rien qui, en tout cas, qui puisse donner prise à ces contestations, mais ça va quand même essayer d'être un jeu pour amenuiser les conséquences. Donc ça va être là plutôt tout un jeu rhétorique et un jeu de négociation pour expliquer que peut-être qu'il y a des choses qu'on a oubliées, mais là ça part plus du côté politique que du côté scientifique. Pour une dernière ? En fait, moi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on a une génération qui passe beaucoup de temps sur les écrans, donc on a beau se mobiliser, être activiste, etc., être pour l'écologie. Moi, je remarque autour de moi, et même moi-même, je passe du temps sur les écrans, et les data centers, c'est une des choses qui pollue le plus, et on s'en rend pas assez compte, il n'y a pas assez de sensibilisation par rapport à ça. On ne parle pas assez des conséquences des réseaux. Et ce qui me fait énormément rire, c'est voir les activistes qui passent du temps sur les réseaux, qui disent oui, l'écologie, etc., mais est-ce qu'elles réduisent leur empreinte sur leur téléphone? Je ne pense pas. Donc, enfin... Je suis pour l'écologie, je suis écologiste moi-même, et le problème c'est qu'on ne sensibilise pas assez. Donc, enfin, voilà, votre discours est très très bien, hein, mais parlez plus des réseaux et des data centers et des téléphones et du numérique en fait, je pense. Mais bon. Vas-y. Non, enfin, tout à fait. C'est effectivement un point important, l'impact du numérique. Il n'y a pas que les data centers, si je peux me permettre. Le gros de l'empreinte, c'est vrai que les data centers, c'est une grosse source de pollution. Le gros de l'empreinte, c'est les écrans eux-mêmes. Et donc, en fait, le fait de remplacer son téléphone tous les 2 ou 3 ans, ça va aussi avoir un impact très, très lourd. Et puis, je crois qu'il faut être bien conscient aussi du fait que l'activisme sur les réseaux sociaux a ses limites. Et que parfois, on s'imagine qu'on agit vraiment parce qu'on a mis un like ou parce qu'on a retweeté un truc d'indignation. Et c'est pas toujours ça qui va vraiment faire avancer les choses. Moi là-dessus je vais être un peu plus nuancée.
Non, je suis complètement d'accord avec toi sur l'empreinte des écrans, l'empreinte des data centers, etc. Après, bon, on va pas se cacher, l'empreinte des data centers, il est encore petit par rapport à l'empreinte des énergies fossiles, par exemple. Donc, j'avoue que moi, là-dessus, j'apporterai, en tout cas, je porte une vision qui est plus, on vit avec. Ça reste quand même un outil formidable en termes de pour atteindre des gens qui sont loin de nous, etc. Sur l'impact, moi je trouve que des fois ça a eu des impacts. Si on se rappelle par exemple, alors on peut aimer, ne pas aimer, valider ou pas valider, mais la campagne de Raphaël Glucksmann sur les réseaux, je ne sais pas si vous aviez suivi, il fallait mettre des écrans jaunes, etc. Pour les Ouïghours et pour dénoncer les marques. En fait ça fait partie notamment des campagnes qui ont le plus marché sur les réseaux. Et qui ont permis aux marques, en fait, vu le déversement de commentaires qu'il y a eu sous leur post, de se dire, d'appeler de tous les côtés en disant ah mince, il faut changer, etc. Les jeunes, ils se sont mis partout sur les réseaux, ils vont plus acheter chez nous, etc. Là, on a un impact et là, ça marche. Et effectivement, il y a des limites. Il faut pas faire que des réseaux, il faut pas faire que ça. Mais le pouvoir de médiatisation, il est énorme et aujourd'hui. Pour moi, un des plus gros leviers qu'on a aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Et ça, vous le voyez, je ne sais pas si vous avez déjà fait un atelier 2 tonnes, mais l'atelier 2 tonnes, là-dessus, il est très bien fait. C'est-à-dire qu'on aura beau faire toutes les actions individuelles qu'on veut, donc ne pas consommer d'écran, être végé, ne pas prendre l'avion, tout ce que tu veux. Si on ne va pas faire de la sensibilisation et si on n'essaie pas d'atteindre par de la médiatisation, mais aussi ça peut passer en présentiel, comme là ce qu'on vient faire ou quoi, on ne va pas embarquer tout le monde. Et du coup, là-dessus, pour moi, on n'a pas le choix. C'est comme aller à la COP. On peut critiquer comme on veut le fait qu'on va à la COP en avion parce que, oui, c'est à l'autre bout de la planète. En attendant, est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller à la COP et essayer d'influencer les négociations plutôt que de rester chez soi et de ne rien faire ou en tout cas de réduire son empreinte carbone seul? Là-dessus, je sais pas. Et j'avoue que moi, je serais plus nuancée sur ça. Et s'il y a quelqu'un qui veut passer son temps sur ses réseaux, mais qui par contre me fait de l'activisme à balle sur les réseaux, j'ai envie de dire peut-être qu'il aura un impact plus grand qu'une personne qui n'essaie pas de sensibiliser. Voilà, moi malheureusement, il va falloir que j'enchaîne à 18h avec une autre conférence sur les COP pour l'association des anciens d'HEC. Donc vous voyez que même les plus âgés s'intéressent aussi à ça. Mais merci beaucoup en tout cas pour tout le temps que vous nous avez consacré. Et surtout, vraiment, continuez à vous intéresser au sujet et ne croyez surtout pas que vous n'avez pas de levier d'action parce que vous n'êtes pas encore sur le marché du travail, parce que vous ne gagnez pas encore d'argent. Vous avez d'énormes leviers d'action, souvent plus puissants que vous ne l'imaginez.